Euh, merci à toutes et tous d'être venus. Merci aux ateliers du Plessis-Madec de nous avoir invités. C'est un plaisir d'avoir cette occasion de discuter et de prolonger, pour ma part, la rencontre avec Diane. Diane que j'ai rencontrée l'an dernier sur le montage de son exposition Hypnose à l'espace Richaud à Versailles, dont vous pouvez voir une image. Et voilà, il est vrai que tu es arrivé en résidence ici en 2015, c'est-à-dire juste après ton diplôme à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2014, et que dans ces 10 dernières années, entre 2014 et 2024, il s'en était passé des choses. Et c'est un peu sur cette dynamique de la rétrospective, avec l'idée de pouvoir regarder un parcours, de regarder 10 années de travail et de recherche, tout en ayant des contrepoints de la scène contemporaine picturale et de l'histoire de l'art qu'on a eu, enfin qu'on a préparé ce dialogue qu'on va vous proposer, qu'on va vous proposer ce soir. Voilà. Et donc on commence peut-être par ce triptyque, ces paysages de nuit, qui étaient donc présents en 2014 dans ton accrochage de diplôme. Euh, C'est c'est une offre que je trouve déjà très intéressante puisqu'on retrouve à la fois cette dimension d'espace qui va être très présente dans ton travail. On a ce rapport à la lumière euh, qui apparaît par cette façon dont les couleurs sont très denses et viennent marquer des masses comme ça et avec cette répartition du ciel très particulière qui occupe la grande majorité en fait de l'espace et qui n'est pas du tout corrélé à la tradition du paysage, donc qui finalement nous met aussi dans un état de perception très particulier. Je me demandais peut-être, pour commencer, si tu voulais bien nous parler de cette façon en 2014 que tu avais pressenti de construire tes tableaux. Oui, ça marche. Attends, je crois Bonjour. qu'il faut que tu appuies là. Oui, c'est mieux. Alors, à ce moment-là, je travaillais beaucoup en série, des diptyques, des triptyques, mais ça pouvait être 4, 5 toiles. Euh, J'aimais bien l'idée que les toiles se répondent dans un espace-temps un peu continu. Donc, typiquement, ce triptyque, ce sont des images issues d'un voyage en train, par la fenêtre, avec 3 temporalités différentes et, et de nuit. Et, euh, et je pense que l'enjeu, c'était aussi de travailler donc sur ces paysages en tant que tels, mais aussi sur le laps de temps qui s'est passé voilà, d'une image fixe à l'autre. Et comment du coup le regard imagine la transition de paysage voilà, d'une capture à l'autre. Et, et de donner cette notion de mouvement aussi dans la peinture. Et assez vite, là où je te rejoins, c'est que je sentais déjà à ce moment-là que les espaces enfin là, le ciel, ces grandes étendues, prenaient déjà beaucoup d'importance en fait dans ce que je peignais. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de plaisir à travailler. Parce que là, c'est quand même des grands formats. On ne se rend pas trop compte là, mais enfin, s'il faut que ici on se rende plus compte. Je prenais beaucoup de plaisir à travailler sur ces des aplats qui ne sont pas vraiment des aplats parce que finalement, il y a plusieurs couches. On peut sentir des nuances de bleu à l'intérieur. Et, euh, et voilà, et j'appréciais beaucoup travailler ça. Et la deuxième chose que j'appréciais beaucoup travailler à l'époque, je m'en suis rendu compte un peu après, mais euh, ce sont déjà des images écrasées en 2 dimensions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une notion de perspective, mais qui est réduite quand même un peu à son minimum avec une ligne d'horizon. Voilà, quelques notions de différentes teintes pour qu'on puisse quand même penser au paysage, mais voilà, c'était très euh, enfin, un minimum d'éléments à ce moment-là. Oui, et puis donc ce travail des couleurs qui est
voilà, pour servir ce paysage de nuit, ces couleurs vont être très, très sourdes, elles vont être très, très denses, et finalement, il y a relativement peu de nuances au travers de ces couleurs. On est plutôt sur ces rapports de complémentarité qui viennent dessiner un espace, justement. Absolument, ouais. Et à cette époque-là, d'ailleurs, je travaillais mes premières couches de peinture, c'était des couleurs très foncées, par-dessus lesquelles je venais travailler des couleurs plus claires, ce que je fais plus du tout aujourd'hui. Enfin, c'est une manière en fait d'étouffer la lumière de la toile, enfin, du tissu, la toile blanche, quoi, et de rajouter des lumières par-dessus. Donc ça crée effectivement cette lumière sourde. Ça peut être très lumineux, mais très sourd, très retenu en fait dans la couleur. Alors moi, quand j'ai découvert cette toile finalement de fin d'études, on pose souvent la question au moment des diplômes, des influences et des artistes qui marquent. Et moi, quand j'ai vu ce triptyque, j'ai pensé avec cette façon dont les couleurs étaient distribuées à Mark Rothko. Donc voilà, là, on est face à ce tableau blue, green and brown, et avec cette manière de travailler l'espace pictural avec ces aplats et cette façon aussi de laisser apparaître, là, en l'occurrence, la touche. Et, euh, et je sais que tu as des choses à dire à propos de Marc Rothko, alors j'avais peut-être envie de te laisser la parole sur à quel moment d'ailleurs tu l'as rencontré, Ouais. à quel moment, comment il t'a accompagné ensuite dans ce parcours. Eh ben, alors c'est drôle parce que donc Mark Rothko, c'est un des artistes effectivement qui m'a le plus influencé, mais pas à ce moment-là. Je connaissais, j'appréciais beaucoup son travail, mais je faisais pas du tout le lien avec mon travail parce que je pense que j'en étais pas encore du tout au processus d'abstraction. Donc comment dire, j'appréciais quand je voyais voilà, des toiles, mais je le reliais pas encore à mon travail. Alors que pourtant, c'est hyper évident maintenant que tu les rapproches. C'est c'est vraiment évident. Il est arrivé plus tard quand je pense j'ai vraiment enclenché, enfin, où j'ai conscientisé en tout cas un processus d'abstraction. Et je pense qu'il a été là un peu comme une espèce de guide, voilà, de quelqu'un qui a fait des choix très radicaux et que moi j'avais envie d'aller dans cette direction. Et, et je pense qu'on peut passer. Donc là, on arrive finalement à l'anniversaire, ou en tout cas à cette période où tu étais en résidence au Plessis Madoc. Et d'ailleurs, pour l'histoire, si vous vous retournez, vous pouvez voir une autre toile de cette période, enfin un diptyque qui se situe juste à l'arrière. Oui, c'est au fond de la salle, vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez, je pense, la voir tout à l'heure pour sentir la matière. Alors, ce qui est intéressant dans cette toile, ou en tout cas ce qui frappe l'œil, c'est évidemment la place des objets. Donc là, devant nous, nous avons une matrioshka. Derrière nous, nous avons cette chemise. Donc on a des objets qui apparaissent avec des qualités différentes, plus ou moins de repentir, avec la tentation de les figurer ou de les faire disparaître. Ce qui aussi renforce des rapports de valeur entre ces couleurs, notamment avec on pourrait qualifier ça de paysage. Est-ce que c'était encore Oui, déjà un paysage pour toi à l'époque? oui, oui. D'ailleurs, enfin, ça faisait partie des magnifiques paysages de ce coin, en fait. Ça fait enfin, c'était issu des photos que j'ai prises voilà, quand j'étais en résidence. Et donc, on a ces deux plans qui se superposent, celui du paysage, celui de l'objet, avec un rapport enfin déjà une construction encore en diptyque, et puis cette horizontalité du paysage, cette fois-ci, qui vient contraster avec, en l'occurrence, la verticalité et de la porte qui est induite par le titre, dos à la porte, et puis cette chemise. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les gestes apparaissent beaucoup plus que dans la précédente toile, avec
on sent les gouttes, on voit la peinture, la liquidité de la peinture, on voit aussi la façon dont la peinture va s'épuiser, dont tu vas aller chercher une transparence de ces pigments. Et c'est quand même une texture qui a une façon de rechercher de la texture dans la peinture qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans ton travail. Et peut-être que tu peux revenir un peu sur ton rapport à la matérialité de cette peinture. Qu'est-ce que tu recherchais à l'époque? Et ben, alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai réalisé que ce côté, cette liquidité dont tu parles, je l'ai travaillé que pendant les mois de résidence où j'étais ici. Et en fait, je pense que c'est lié au fait d'être au bord de la mer, en fait, d'être dans un environnement aquatique. Je pense que ça m'a vraiment, ça m'a marqué, mais de nouveau, c'était pas, enfin, je l'ai pas verbalisé, c'est vraiment très intuitif comme rapport à la matière. Et moi, j'ai pas du tout grandi au bord de la mer, ni jamais vécu, à part ces 3 mois ici. Et, euh, et du coup, je pense que ça m'a donné envie de comprendre la peinture quand elle est effectivement dans un état liquide et en superposition. C'est-à-dire que comment les transparences qu'on peut voir ici sur les fonds, couche après couche, révèlent une autre lumière aussi et engendre d'autres couleurs par cet effet de superposition. Et, euh, et ensuite, par rapport à la chemise, euh, il se pose la question effectivement du premier plan et du deuxième plan. Et j'avais vraiment envie d'avoir un premier plan qui soit à la fois euh, très proche mais en disparition. Donc c'est comme ça que je l'ai travaillé vraiment de manière très léger en fait. Il y a vraiment 3-4 coups de pinceau. Euh, voilà. Et ça me permettait d'évoquer qu'il y a eu le passage d'une figure, tout ça, mais sans vraiment figer un personnage ou une situation. Enfin, j'étais vraiment, en tout cas dans ce rapport au récit, déjà comment dire, lointaine, enfin pas sans volonté d'être dans une narration très propre, euh, et qu'on puisse plus se plonger dans cette histoire de la matière picturale. C'est déjà à ce moment-là. Il y a quelque chose qui, moi, me fait penser aussi au... Là, tu parlais, pour la première triptyque qu'on a vu de fenêtre d'un train. Là, il y a aussi quelque chose de la fenêtre d'une baie vitrée qui peut justement ouvrir sur ce paysage, mais qui aussi, à certaines heures, renvoie l'intérieur d'un appartement. Et ce jeu sur la fenêtre, qui est donc aussi le jeu avec la tradition de la peinture, est d'autant plus intéressant que c'est ce moment où la figuration commence à être questionnée. Euh, Parce que là, ce qui reste, effectivement, la narration, c'est un objet sur lequel, qui est assez vague pour être euh, le sujet d'une projection, et en même temps avec peut-être quelque chose de symbolique. Je pense à la matrioshka. Est-ce qu'il y a une symbolique de l'objet, justement, que tu as cherché à ce moment-là? Un peu, mais je dirais que c'est surtout l'abstraction de cet objet, en fait. Sinon, c'est un objet qui représente une figure, mais du coup, on est déjà dans la peinture. Donc, la peinture, il y avait une sorte de mise en abîme qui me plaisait aussi. Et, euh, et peut-être, enfin, dans la symbolique, en tout cas, dans l'objet en tant que tel, cette idée d'emboîtement, déboîtement, une très, comment dire, dans la manipulation, en fait, de l'objet plutôt que dans ce qu'il évoque. C'est ça qui me plaisait. Et dans cette peinture, donc, qui est au fond de la salle, euh, j'aimais bien l'idée de peindre une partie sur ouais, une partie du diptyque et l'autre partie, enfin de diviser comme ça et de créer ce jeu aussi visuel euh, de, de déboîtement, de circulation, voilà, de bâton, oui. J'ai l'impression aussi que pendant cette résidence, tu as beaucoup, justement, travaillé sur l'histoire des genres en peinture, parce qu'il y a
Il y a celui des objets, qu'on pourrait dire la nature morte, il y a le paysage. Et puis, il y a une de tes toiles qui s'appelle Autoportrait aussi, avec deux potines rouges. Est-ce que c'était conscient, cette façon de revisiter une histoire de la peinture, en fait, Tu veux dire sur l'autoportrait ou sur les trois? notamment? Oui, bah, alors, moi, quand j'ai, en tout cas, mon parcours d'étudiante, c'est vrai que je me suis un peu confrontée à un peu tous ces genres, enfin, les grands genres de la nature morte, du paysage, du portrait, euh, de manière très réaliste au départ. C'est qu'on a vu une toile, celle du diplôme, qui est issue du paysage, mais voilà, je faisais des grands portraits aussi. Et, euh, et je pense que j'ai passé du temps, les années suivantes, à revisiter ces genres-là, mais en essayant un peu de déconstruire, de sortir des codes, enfin, ou du reconnaissable facilement, en fait. Et, euh, et je trouve que cette toile, c'est un semi-portrait dans un paysage, on pourrait l'orienter comme ça. Peut-être on peut encore dire quelques mots justement de l'importance de cette résidence dans ton parcours, parce qu'elle arrivait euh, assez vite finalement après ta sortie d'études. Si, là, on parle de la recherche, mais c'est aussi intéressant de voir un peu ce côté humain qu'il y a derrière ces différentes recherches. Comment cette résidence, tu l'as vécue, cette expérience? Est-ce que après tu l'as recherchée dans d'autres lieux? Est-ce que tu peux peut-être reparler de cette importance-là pour toi? Oui, je vais faire la pub après. Euh, Absolument. En fait, donc, cette résidence, elle est intervenue un an après mon diplôme. Alors, vraiment, je ne vais pas parler à la place de tous les artistes, mais en tout cas, moi, de mon vécu, c'est vrai que l'école, c'est un peu une petite bulle, un peu de protection, où on poursuit un travail voilà, plus personnel, intellectuel ou sensible, tout ça, sans être vraiment confronté au monde. On reste à la suite. Et enfin, j'ai pas d'avis là-dessus, en tout cas, il se trouve que la sortie d'école peut être un peu vertigineuse, voilà, d'être face à toutes les réalités qui sont face à nous, quoi. Et je pense que la résidence est arrivée à un moment où j'avais besoin d'un temps privilégié, donc un an après, un temps privilégié pour me replonger dans, dans la création et surtout d'approfondir ce que j'avais commencé à mettre en place, mais de manière, j'allais dire, un peu coupée de notre réalité, quoi. Parce que la vie d'atelier, la vie quotidienne d'atelier, elle est toujours coupée, enfin, cet élan-là de création est toujours coupé de mille sollicitations de notre quotidien, qui fait que, je sais pas, le moment de cette bulle-là peut être c'est difficile, en fait, de vraiment bien se plonger dedans. Et quand on est au début d'un parcours d'artiste, euh, je trouve que c'est important de vraiment d'avoir des temps pour apprendre à se connaître, apprendre à, à laisser toute la place à la peinture, de s'exprimer, de voir ce qu'on a envie de retenir, de se poser des questions aussi sur qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi à travers ce médium qui est un médium si historiquement installé, surtout en Europe, tout ça. Et voilà, d'être confronté à ces questions-là, qu'est-ce que c'est que d'être artiste, là c'était en 2015. Et voilà, donc moi, ça a été une petite bulle privilégiée de création. Et je dois dire, vraiment, ça m'a donné une impulsion pour la suite, en fait. Euh, je me suis vraiment référée à ces mois-là pour construire la suite. J'ai voulu ponctuer le parcours de différentes œuvres qui n'étaient pas les tiennes et qui pouvaient appartenir à d'autres artistes contemporaines, en l'occurrence ici Mathilde Estiboudois. Et j'ai choisi cette œuvre parce on est, alors Mathilde, parce que justement l'étude comparative peut nous permettre de saisir mieux ce qui est ton propos au travers de choses qui ont des éléments similaires. Là, dans cette toile, moi, ce qui m'intéressait
de voir ce rapport à l'espace. On a un espace qui est abstrait, avec une idée de sol, une idée de fond, une idée de fond qui peut être aussi un ciel, un rapport à la lumière qui est rasant, quelque chose aussi d'assez scénique, une lumière qui est travaillée de façon artificielle, qui va passer par une conceptualisation pas forcément physique, mais par une vue de l'esprit pour arriver à ce résultat, aussi l'observation par rapport au drapé. Et donc, on a dans le travail de Mathilde une façon de faire porter à l'objet quelque chose de très symbolique, presque de psychanalytique, dans la façon dont elle va parler de son travail, ce qui, à contrario, n'est pas ton propos, même si dans l'évolution de ton parcours, la notion d'espace est très importante. Ouais, et puis je pense que moi j'ai combattu ça à un moment donné. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quoi que je peignais, on allait plus penser à ce que l'image, je sais pas trop comment dire, mais à la banque d'images mentales qu'on peut tous avoir, et tout s'y greffer, du coup, une narration, un souvenir, tout ça. Alors que j'avais vraiment envie d'orienter sur, sur la matérialité de la peinture, la dimension très sensible, en fait, de la matière picturale. Du coup, j'étais très gênée. Pourtant, je cherchais tous les sujets qui étaient, comment dire, qui ne figeaient pas dans un espace temporel, mais je n'arrivais pas à trouver. Enfin, même voilà, les portraits, je veux dire, la manière dont s'habille une personne, on peut décrypter un environnement socioculturel. Enfin, je sais pas, tout était codifié, tous les sujets me paraissaient codifiés. Ce qui fait que, pour le coup, dans mon processus, j'ai vraiment choisi de plus en plus des objets, des sujets qui me paraissaient les plus débarrassés, en fait, voilà, d'un contexte ou d'une narration, jusqu'à... je vous en dis pas plus. Ben, jusque justement ce mannequin qui est finalement l'image d'un corps, ou l'image d'un corps, avec ce triptyque. On est aussi sur effectivement le mannequin. Il y a une histoire, notamment des surréalistes, qui s'en sont vraiment emparés comme un motif. On a aussi quelque chose qui peut rappeler le maître étalon, ou ce tube qui envoie l'idée de mesure. Et donc finalement, là, c'est une façon de toucher à la question encore de la représentation, puisque on est aussi parmi les derniers objets que tu vas faire figurer dans ton travail. Oui. Et bah, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que je pense que j'avais encore envie, besoin de représenter des silhouettes humaines. Et en fait, j'ai trouvé cet objet le plus abstrait qui évoque, on est plus dans l'évocation, mais on n'est pas dans la définition justement de l'humain. Et à ce moment-là, je commençais à mettre en place un dispositif que j'ai gardé quand même pendant quelques années, de projection de lumière dessus, avec des petits projecteurs de théâtre en fait, enfin, et j'y posais des films, des gélatines en fait colorées. Et voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette lumière se déposait sur cette forme très sculpturale en fait du mannequin, enfin son buste, et, euh, et y a posé un peu de verticalité, enfin de ligne avec ce cube. Et voilà, et tout le jeu d'ombre, voilà, d'ombre et de lumière qui pouvait se mettre en place à ce moment-là. Voilà, avec ce retour à une forme de séquence aussi qui m'a amené à quelque chose de peut-être plus cinématographique aussi, voilà, d'un plan à l'autre. Et oui, parce qu'effectivement, bah, dès le début, la séquence, le train, le temps, renvoie à cette idée du cinéma. Et là, je ne sais pas si c'est l'influence peut-être de films surréalistes, justement, qui mettaient beaucoup en scène de mannequins. Je pense au film, tu vas peut-être pouvoir m'aider, je vois les images, mais j'ai plus le nom.
Mais est-ce que voilà, justement, il y a une cinématographie derrière? Quel est ton rapport justement au cinéma? Est-ce qu'il y a des images qui t'ont marqué, que tu as transportées en peinture? Puisqu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de peintres qui assument d'aller chercher dans un film des images, d'essayer de les reproduire. Alors, pas directement. Pour le coup, j'ai jamais vraiment fait de capture d'écran de film, mais en revanche, oui, je pense que enfin, ça m'a marqué. Voilà, on est des générations qui ont grandi avec ce médium-là. Et, euh, et quand j'étais un peu embêtée, parce que la peinture a une temporalité qui est vraiment très, très particulière, c'est un espace-temps un peu, c'est comme un arrêt sur l'image, mais qui se prolonge aussi, je sais pas, mentalement. Enfin, il y a un rapport au temps qui est vraiment particulier. Et, et du coup, j'avais envie de le travailler en séquence, comme ça, pour donner du mouvement. Et dans les films qui m'ont marqué, bah, il y a un film, alors je me souviens plus du film, je suis pas assez préparée à cette question. Mais peut-être que tu vas m'aider aussi. Où on voit le visage de Romy Schneider Ah oui, l'enfer oui, de voilà, Clouseau. c'est ça, l'enfer de Clouseau. Et voilà, je sais pas si vous avez vu cette scène, mais si vous l'avez pas vu vraiment, c'est incroyable. En fait, on a donc une lumière qui évolue tout autour du visage et qui, en fonction de la lumière, donne une expression très particulière au visage et raconte pas du tout la même chose en fait. Et donc le vrai sujet, c'est la lumière dans cette scène et à quel point elle vient sculpter son sujet et lui donner une aura, une narration. Et j'aimais bien l'idée de déplacer le sujet. En fait, je pense que d'ailleurs, moi, il y a eu un, un décalage à ce moment-là, mais que le sujet ne soit plus voilà, l'objet représenté ou le portrait ou tout ça, mais que finalement la star Sur la lumière. soit la lumière. Ouais. Donc, là encore, dans cette idée de comparer et de regarder ce qui se joue dans ton travail au regard d'autres artistes contemporains, voilà, j'ai mis une de tes œuvres projection en regard d'une œuvre de Claire Baudet, Sénète numéro 2. Projection, donc, et cette peinture-ci, où finalement, tu manifestes un espace comme il peut en exister dans l'art contemporain, au travers du langage de l'installation. Et en même temps, cet espace apparaît uniquement dessiné par la couleur. C'est pas le dessin, c'est pas le trait qui va venir créer une perspective, qui va venir jouer avec cette illusion de la profondeur. Et ça, je trouvais ça intéressant justement par rapport au travail de Claire Baudet qui joue aussi avec la question de la couleur et la lumière, mais elle au travers d'espaces qui vont être très architecturés. Et on a quand même cette question à ce moment-là de comment on crée un espace et comment on le fait vivre par la couleur. Oui. Et donc à ce moment-là, donc là je continuais mon dispositif de projeter des lumières sur les formes. Là j'avais rajouté un seul miroitant foncé, noir, ce qui me permettait de raconter aussi comment dire, un double visuel avec pas une saturation de la couleur sur le sol, mais comment dire, en plus foncé, quoi. Et donc, il y avait aussi un jeu colorimétrique entre les couleurs qui étaient dans la lumière et celles qui se reflétaient sur le sol. Et ensuite, un jeu formel entre ces petits tubes qui sont, voilà, qui peuvent être des silhouettes, des choses comme ça, et cette projection circulaire. Et donc, tout d'un coup, à ce moment-là, je pense que j'allais plus loin dans ma réflexion en axant vraiment les scènes sur une circulation formelle et colorimétrique et lumineuse, voilà, pour en faire du coup une petite scène de peinture. Et il y avait cette idée de maquette, effectivement, comme
comme clair, en fait. Enfin, pour le coup, voilà, je faisais ma petite maquette en petit, mes essais de couleurs, je prenais des photos. Donc, il y avait tout un dispositif que je mettais en place. Et ensuite, voilà, je ramenais ça dans le monde de la peinture. Et en même temps, ce travail de... Alors, ça va amener à la vue suivante. Je crois que ce travail de la lumière, enfin, pour moi, il y a une continuité assez directe avec ce qu'on vient de voir, avec cette collaboration que tu as eue avec la scène ouverte où tu as créé des luminaires qui donc sont des objets, mais portent en eux vraiment ces questions picturales, ce travail de la peinture. Donc ça, c'est une œuvre qui est récente, enfin, saut dans le temps, on est en 2024, mais il me semble qu'il y a quand même une continuité par rapport à ce qu'on vient de voir, sur la manière dont la lumière crée un espace, dont la couleur joue sur nos perceptions. Et peut-être que tu peux parler un peu de ton rapport aux objets. De ces objets-là, bah, c'est vrai que c'est un peu comme si c'était des objets qu'on avait sortis de la peinture. Alors, je sais pas, j'adore les cubes. Je trouve que c'est un objet qui est très abstrait, mais il permet de donner tout de suite une verticalité, en fait, une ligne et de découper l'espace autour. Et, euh, et j'ai eu envie. Alors, les luminaires, ils ont été créés là, enfin, produits, sortis en 2024, mais ça faisait vraiment 3-4 ans quand même que je travaillais dessus. On a fait beaucoup de protos, travaillé avec plusieurs artisans sur ces objets-là, et ça a mis du temps à sortir. Mais quand on a démarré le projet avec la galerie, j'avais vraiment envie d'avoir un objet qui active euh, mon rapport à la peinture. C'est-à-dire que vraiment, de pousser non plus d'être dans une représentation de la lumière et sa diffusion dans l'espace, mais que concrètement, un objet puisse activer la couleur par un système lumineux et de voir, de sentir les transformations chromatiques quand on active l'objet. Parce que c'est un objet qui est tactile en fait quand vous pouvez passer votre doigt et enfin, il y a du coup un éclairage de plus en plus fort et donc une saturation des couleurs en fait l'objet vraiment se transforme avec la lumière et voilà, je trouvais qu'en tout cas, il me permettait de pousser cette conjugaison lumière et couleur un peu sur l'extrême, mais avec cet objet du tuyau. Qui aussi, en fait, pardon, je fais le lien, parce que je n'avais pas vraiment fait le lien, parce que ça me permet de... Voilà, mais dans la peinture de la résidence du Christ-Philip, d'où elle porte, il y a aussi effectivement comment un tube. Ouais. Déjà à l'époque. Et alors, donc je voulais montrer un autre, c'est pas tout à fait un tube, c'est plutôt un cylindre, mais dans cette idée de comparer, de travailler avec d'autres références. Donc là, cette œuvre de Carla Accardi qui manifeste en fait des cylindres de peinture en peignant sur une matière plastique qu'elle peut tordre. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est déjà comment on sort la peinture de la toile, comment la peinture devient espace, comment elle joue sur la transparence et l'opacité en créant. Finalement, on est déjà, alors, on n'est pas sur le vitrail, mais on est sur cette idée d'influer sur l'architecture. Et il me semble que cette idée-là, cette notion de l'espace et de l'architecture, elle arrive dans ce moment. Et elle procède aussi de toi en tant que peintre, regardant d'autres formes dans l'art contemporain, notamment l'installation. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors peut-être que tu vas pouvoir parler de ce rapport aux installations au travers de traversées, et notamment peut-être de James Turrell. Si tu veux bien en parler un peu, parce qu'il me semble que c'est un artiste que tu as regardé. Beaucoup, oui. Alors, James Turrell, moi j'ai vraiment découvert son travail
quand j'ai vu sa rétrospective en Allemagne à Baden-Baden. Et alors, j'avais déjà vu son travail, ses installations, tout ça, mais vraiment en photographie, enfin, il faut le vivre dans l'espace. C'est une œuvre qui joue avec l'ensemble je sais pas, de la rétine, enfin, et de soi dans un espace. Et, et donc, je suis rentrée dans l'espace de son exposition était complètement, enfin, à 360 degrés, couvert de cet écran lumineux qui évoluait très lentement dans l'espace comme ça, enfin en dégradé, mais qui descendait et, voilà, très lentement. Et tout d'un coup, enfin moi c'est vraiment une expérience physique très particulière. J'ai complètement perdu les repères d'espace, quoi. On n'arrivait plus à visualiser les coins de la pièce. Et, et l'effet rétinien était très étrange parce que c'était retardé par rapport à la progression du mouvement de la couleur. C'est-à-dire, vraiment, l'écran provoquait un temps décalé par rapport à la réception de l'œil, quoi. C'est un travail qui est très optique, très immersif. Et j'ai voulu emmener, enfin, j'ai senti en fait que mon travail, j'avais plus envie de parler de ça en fait, d'optique, comment la peinture voilà, joue avec notre rétine, provoque des émotions, comment dire, qui sont très, voilà, issues du processus de digestion de la rétine, quoi. Et donc, du coup, j'ai voulu ramener ça alors, dans l'espace de la toile, sur châssis, mais vraiment de ramener ces lumières très fortes. La toile qui est là aussi, on peut les lier au néon de Dan Flavin aussi, qui travaille sur les irisations issues des lumières très fortes, comment derrière ces lumières provoquent une irisation chromatique qui permet en fait de travailler l'ensemble de la palette et, et aussi d'oublier la frontière d'une couleur à l'autre, ce que le dégradé, enfin, ce rapport-là permet en fait, d'oublier en fait que à tel moment on est sur du bleu et à tel moment on est sur du orange, en fait, on peut se perdre dedans. Et ce qui est encore, cette notion de dégradé, elle apparaît encore plus précisément ici. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'était de te montrer justement encore une des toiles de cette série traversée à gauche, où on voit bien une sorte de recadrage dans l'image qui indique une profondeur, en fait, comme si on était sur un pan de mur qui se détachait d'un autre mur avec une projection. Et donc ce simple saut de profondeur vient effectivement amener la lumière à varier légèrement. Donc, on est sur cette idée du trompe-l'œil finalement, avec Traversée, avec cette idée de suggérer un espace dans la peinture qui n'y est pas, quand Chroma va vers une simplification et on est sur une toile qui assume finalement d'être pleinement une toile et ne cherche pas à suggérer un autre espace que celui qu'elle est. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous parler de ce cheminement sur cette façon dont la toile a absorbé l'espace? Ben, je me souviens qu'à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de est-ce que la peinture peut être lumière, enfin, et pas juste peut me servir à représenter un phénomène lumineux. Et je pense que cette question-là, elle a vraiment fait basculer les choses parce que je me suis rendu compte que dans tout ce processus d'abstraction quand même de mon travail, de l'éloignement de la narration, tout ça, il y avait quand même restait quand même cette affaire de représenter voilà, le phénomène lumineux en tout cas, et dans un espace particulier. Et du coup, j'ai voulu complètement sortir de ça pour devenir un espace lumineux en tant que tel, en fait. Et donc, j'ai aboli... parce que disons que quand il y a encore une notion d'espace, dans la projection,
tout de suite, comment dire, c'est des peintures qui sont physiques, dans le sens où on se dit, ah bah tiens, moi je suis devant une porte avec un mur derrière. Enfin, on pense à notre spatialité aussi face aux peintures, quoi. Et alors j'avais vraiment envie qu'on puisse se perdre, qu'on oublie finalement, enfin, qu'on oublie tout ça pour se plonger seulement dans des rapports voilà, de couleurs, de lumière, et de pouvoir rentrer en contemplation. Parce que je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence et qui fait que je travaille la peinture plutôt de manière sensible que, euh, que, que faisant référence à une sorte de représentation, pour pouvoir être dans un état, voilà, un état plus suspendu, d'hypnose, comme j'ai pu appeler mon exposition un peu plus tard. Mais voilà. Alors justement, peut-être que tout à l'heure, on a évoqué la touche de tes premières peintures, et là, enfin, on est en tout cas des peintures de la résidence. Là, on est sur une touche complètement différente. Et peut-être là, évidemment, on est sur des images de peinture, ce qui est toujours différent, mais peut-être qu'on peut dire quelques mots de la touche et de la façon dont tu travailles vraiment cette matière, de la répétition des gestes qui induit cet état d'hypnose, justement. Oui, oui, tu as raison, c'est vrai que c'est hyper important en fait, parce que enfin, je parle souvent de lumière et de couleur, mais je pense que le geste et la matière qui s'en dégage est vraiment très important dans l'expérience de mon travail. Et effectivement, là, on ne peut pas trop le sentir, mais bah, disons qu'en fait, je me suis rendu compte que le geste, quand il était très visible, l'œil, disons que, enfin, ça donnait des indications à l'œil sur l'humeur dans laquelle on a peint, l'urgence ou justement la précision, l'attention. Enfin, ça donne ce type d'indication sur l'artiste en fait qui a peint derrière. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai voulu l'effacer au maximum pour pouvoir justement être complètement absorbée par la matière de peinture. Ce qui fait que alors je l'ai pas annulé parce qu'en fait c'est un travail qui est très gestuel. Bizarrement, c'est pas visible comme ça, mais il faut imaginer que moi quand je peins, je travaille ma palette de dégradés avant hein, sur voilà, une palette. Je pose de manière très brute les couleurs que j'ai en tête au préalable, quand même, la composition, tout ça. Voilà, je dispose, voilà, ça fait très néo-impressionniste à cette étape-là de la peinture. Et ensuite, je viens avec des brosses, vraiment des brosses de peintre au bâtiment, en fait, des grosses brosses, qui, enfin, et là, je viens chasser voilà, les couleurs les unes entre elles pour créer ces transitions très floues. Et, euh, et ça, c'est un travail qui est très répétitif parce que, et très équivalent aussi. C'est-à-dire que si par exemple, mon premier geste en bas à gauche, j'ai beaucoup poussé et je suis allée très vite, alors qu'en bas à droite, j'ai effleuré la toile et je suis allée très lentement, bah, je vais avoir vraiment la transition va pas se faire et donc à l'œil, la circulation ne va pas pouvoir être complètement happée euh, par ces dégradés. Donc du coup, enfin, c'est faut être très attentif à ça. Ouais, c'est mieux que la salle de sport, vraiment, la peinture. Pour moi, je travaille beaucoup mes muscles de bras. Et donc, voilà, il y a plusieurs, aussi, je dis, sur les couches. Parce qu'en fait, à la première couche, quand on travaille comme ça, de couleurs, enfin, quand on est en floute de couleurs, bah, ça désature les couleurs, en fait, parce qu'on ramène un peu, par exemple, sur celle-ci, on ramène un peu de orange dans le gris, de gris dans le orange, et on arrive à une première couche un peu uniformisée, quoi, un peu fade d'un point de vue des couleurs. Donc c'est vraiment un travail en couche, parce que la deuxième couche, qui va être exactement le même dégradé, bah, je vais moins avoir besoin de mêler les couleurs parce que c'est soutenu par la couche d'en dessous, ce qui fait que je vais gagner en saturation. Et on va aussi de plus en plus oublier la texture de la toile derrière le grain en fait, de la toile pour pouvoir être voilà, plus en immersion dans les couleurs. Et, voilà, et du coup, je travaille avec 3-4 couches voilà, pour arriver à une texture qui est très. Je ne sais pas comment toi tu pourrais le décrire, mais bon, on m'a souvent dit qu'il y avait une sorte de fumée. Moi, la meilleure remarque
Effect, c'est une collectionneuse à l'atelier qui m'a dit un jour qu'elle adorait venir à l'atelier parce que c'était comme aller au sauna. Il y avait une sorte de brume en fait qui se dégageait du travail. Du coup, voilà, j'ai plus besoin d'aller au sauna maintenant en sachant ça. Mais ouais, voilà, une texture aussi de la matière picturale qui est particulière avec ce processus-là. Oui, en effet, il y a quelque chose un peu brumeux en fait dans la peinture, quelque chose qui nous déplace. Alors, je voulais évoquer le travail de Kai qui est passé, il me semble, par les ateliers également. Donc, un jeune peintre qui a un rapport aussi assez intéressant à la lumière, parce que là, ce que vous voyez dans cette triptyque qui s'appelle Ceux qui restent entre le temps, c'est un triptyque composé à partir de lumière d'écran. Et donc finalement, la, comment ce qu'on appelle, ce qu'on a le sentiment d'être abstrait peut être une lumière au contraire très concrète, qui est la lumière qu'on capte à la surface de choses, et comment la peinture, en fait de peinture abstraite, on est plutôt souvent sur quelque chose d'assez concret. Et je voulais peut-être que tu t'entendes articuler cette question de la lumière. Euh, Là, on parlait de cette brume, donc une brume est déjà une matière en fait. Donc comment tu arrives à cette concrétion de la lumière et de la couleur? Ben, je pense que ça se passe beaucoup en fonction des couleurs que j'utilise. Parce qu'il y a des couleurs qui ont un taux de transparence très forte, d'autres qui ont un taux de matité plus fort. Enfin, du coup, tout ça, c'est un peu un jeu. Enfin, voilà, un jeu. Par exemple, je ne peux pas travailler avec des couleurs très transparentes sur les premières couches parce que le ressenti qui va s'en dégager, enfin, disons qu'on va beaucoup voir les poils de pinceau et je vais avoir beaucoup de mal ensuite à revenir par-dessus, en fait. Donc, je travaille plutôt avec des couleurs mates, c'est-à-dire soit chargées en blanc, un petit peu, parce que le blanc reste la couleur qui matifie le plus, soit des couleurs qui sont mates d'emblée, quoi, qui n'ont pas un haut taux de transparence, pour revenir ensuite avec, en fonction des couches, de plus en plus de transparence. Et ça me permet d'avoir cette profondeur-là. Et donc cette sensation qu'il y a une brume, c'est-à-dire un peu un premier plan, et quand tu rentres, il y a derrière un peu un espace creusé enfin, par l'œil, quoi, optiquement. Donc ça, c'est vraiment les couleurs et peut-être quand même le médium. Parce que moi, je dilue avec du liquide. Ça c'est, enfin, relativement récent, ça fait 4-5 ans, en fait, le liquide, c'est disons, traditionnellement, à la peinture à l'huile, et donc déjà, c'est la peinture à l'huile, ça que je n'avais même pas dit avant. Traditionnellement, la peinture à l'huile se dilue avec de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin, et c'est un peu ce jeu-là voilà, qui crée une dilution soit plus onctueuse avec un haut taux d'huile de lin, soit plus rêche avec la térébenthine. Il faut faire très attention d'ailleurs parce que la térébenthine mange les couches en dessous. Je me suis beaucoup trompée de couche en couche. Et disons que le liquide, c'est déjà un mélange qui est fait et qui a vraiment une onctuosité qui est très particulière, qui est à la fois, quand on... C'est pas du tout liquide, en fait, une sorte de pâte, mais quand vous la travaillez, tout d'un coup, ça devient... ça glisse, en fait, avec le pinceau. Enfin, du coup, c'est vraiment particulier. En tout cas, je pense que ça joue sur le ressenti global. Voilà, c'est un peu technique. Et par rapport à cette question, voilà, donc, je disais aussi que ce travail de Kai joué sur l'écran, Oui. il me semble que toi, il y a une étape aussi où tu travailles les couleurs avant de les apposer sur la toile. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, alors, moi, mes croquis, c'est pas ça comme ça, effectivement, sont des images sur Photoshop que je travaille avant de peindre. C'est vraiment la peinture et je sais globalement où je vais quand je peins. Et beaucoup des décisions, des grandes décisions picturales sont faites avant, quoi, sur l'ordinateur. Et ça peut être des images, soit que j'ai pris je sais pas, de petites interventions dans le quotidien, de phénomènes lumineux très hasardeux, quoi, que je retravaille ensuite sur Photoshop.
soit des images que je récupère. Voilà, ça peut être vraiment très varié, quoi, sur Internet, enfin, dans ce flot d'images qu'on a aujourd'hui, des rapports de couleurs que j'aime bien, et je fais une capture d'écran, je zoome, je recadre, enfin vraiment, il y a un travail d'appropriation de ces images-là. Et, euh, et une fois que la composition me plaît, qu'il y a une circulation chromatique, je pense, qui va être intéressante sur toile, je passe à la toile. Il y a beaucoup de décisions quand même que je prends au moment de peindre. C'est-à-dire que ce qui se passe quand même à l'écran et voilà, au moment de la peinture, il y a pas mal de différences, et notamment l'écran dans les passages de couleurs. C'est logique, hein, il y a un passage, je sais pas, entre, entre le jaune et le bleu, et il va y avoir du vert en transition, quoi. Et ben, moi, quand je peins, j'aime bien apposer dans les transitions. Alors, ça, c'est un peu subtil, je ne sais pas si on le voit derrière sous les peintures, peut-être qu'on peut regarder. J'aime bien y apposer, typiquement là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des verres. Il y a un vert qui est posé entre le bleu et l'orange, qui n'est pas la couleur, qui est pas la couleur réelle de la transition entre ces deux couleurs. Enfin, voilà, c'était aussi un vert, mais un peu plus marron, en fait. Et j'aime bien l'idée de casser la logique, en fait, de transition de couleur, et que l'œil puisse, je sais pas, son itinéraire puisse être un peu fictif aussi, enfin, par rapport à une image plus logique. Ouais. Et donc, on aborde aussi avec cette façon dont le tableau est devenu, ce que tu disais tout à l'heure, ce passage, cette transition sur la question de la lumière et de la représentation de la lumière, et la question du tableau comme un espace pictural. On arrive à en sortir, et donc là, avec cette commande dans l'espace public, où tu finis par peindre, par proposer une fresque à l'échelle d'un immeuble. Donc là, cette image du chantier, on a bien l'idée d'échelle, qui était un nouveau défi pour toi. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots sur la façon dont peut-être aussi cette expérience a déplacé ton regard, l'échelle, de par l'échelle. Ouais, je crois que j'avais pas conscience que c'était aussi grand quand j'ai répondu à un projet et que je l'ai remporté. Je faisais pas la maline, hein, quand j'ai visité la façade la première fois. Je, alors, c'est un défi que j'avais envie de relever depuis longtemps, pour plusieurs choses. Le fait de sortir la peinture de son cadre, ça c'est quelque chose comment dire, qui faisait sens pour moi et qui faisait écho à une expérience picturale qui a été très forte pour moi, de visiter Pompéi il y a pas mal d'années, et de comprendre à quel point le mariage peinture-architecture était si évident. Enfin, et je me souviens m'être dit à l'époque que les habitants de Pompéi devaient être des gens fantastiques, parce qu'ils devaient vraiment vivre dans la fiction constamment. Et ça devait être génial de pouvoir divaguer comme ça dans ces peintures tout le temps, en fait, d'avoir ce rapport-là tout le temps dans la peinture. Et je trouve que l'objet déplaçable enfin, en tout cas, il m'est apparu que l'objet déplaçable de la toile faisait moins de sens que vraiment de mêler directement à l'architecture. Alors là, c'est particulier parce que l'architecture a été faite en dehors d'un projet pictural, et c'est beaucoup plus tard que les services publics ont proposé en fait d'y apposer de l'art, des fresques, tout ça. Donc c'est évidemment pas un projet conjoint, mais du coup, voilà, j'avais ça en tête et je me dis, ce serait super. Et j'avais aussi envie de me confronter à cette idée de l'échelle, en fait, et se perdre complètement. C'est que moi, je pense que mon travail, enfin, j'aime bien travailler dans des grands formats, parce que on a cette idée vraiment de l'immersion, de se plonger et de se perdre dans des rapports de couleurs. Mais n'empêche que même si vous travaillez sur des grands formats, bah, on le relie toujours à l'espace autour. Enfin, optiquement, on n'est jamais complètement
Alors que là, là j'étais vraiment perdue là, dans les rapports de peinture, en tout cas au moment de le faire, parce qu'après quand on voit, on relie ça à l'architecture, mais moi au moment de peindre, littéralement j'étais perdue dans les couleurs, je ne savais plus du tout où j'étais, voilà, où se plaçaient les frontières, tout ça. Donc ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante. Oui, on sent d'ailleurs que cette échelle déplace un peu la façon dont tu travailles les liaisons entre les couleurs, la façon dont on passe d'une couleur à l'autre, entre le tableau qu'on a vu là et cette fresque. Il y a des passages qui sont plus, comment dire, qui sont moins en dégradé. On est sur quelque chose d'un peu plus heurté peut-être. Et ce qui m'amène aussi à évoquer une autre référence de la peinture qui est Kupka, avec cette ordonnance sur verticale en jaune. Et ce qui m'intéresse en mentionnant Kupka et en te le proposant pour un rebond, c'est à la fois le parcours qu'a fait cet artiste dans sa carrière jusqu'à ce travail de la couleur et de la rythmique des couleurs, et donc la notion de musique qu'on va encore pouvoir développer, je pense, dans ton installation à Versailles. Mais voilà, j'avais envie de te proposer de parler de rythmique, de parler de passage d'une couleur à une autre, et de parler de la façon dont tu travaillais encore l'abstraction aujourd'hui. Alors, du coup, le rapport à la musique, tu veux dire Oui, la rythmique, ouais, la la façon. rythmique. Peut-être que la meilleure manière de raconter ça, c'est que je peins en musique déjà. Donc, ça doit influer. J'écoute beaucoup de piano, mais c'est très répétitif. Je suis quelqu'un qui, enfin, quand j'aime une musique, je peux vraiment littéralement l'écouter en boucle pendant plusieurs mois. Ce qui fait que, alors aujourd'hui, j'ai plus de voisins d'atelier, heureusement pour eux, mais à l'époque où j'en avais, vraiment, ils m'ont détesté en fait. J'étais vraiment très peu appréciée dans les ateliers collectifs. Euh, je pense que cette idée de boucle et de fait que, et peut-être le piano aussi engendre ça, je sais pas trop, de nappe sans fracture musicale, enfin sonore, me mettait aussi dans une disposition un peu d'infini, enfin pas de continu, quoi. Et ça a sûrement influencé cette envie que voilà, d'une couleur à l'autre, tout ça, qu'il n'y ait pas de transition franche, quoi, qu'on puisse voilà, se laisser emporter là-dedans. Je ne sais pas si c'est exactement là où tu voulais m'amener. Bah, dans la fresque, les transitions sont un peu plus franches. Mais je pense que c'est issu de... Parce qu'en fait, quand tu es devant, donc la fresque aussi, j'avais très peu de recul parce que l'échafaudage, il y avait 1,50 m, je crois. Et donc vraiment, au moment de peindre, je pensais avoir des transitions parfaites. Et je pensais plus issu enfin, comment dire, de la vision quand tu t'éloignes et le fait d'être dans l'incapacité d'être complètement en raccord, que vraiment la volonté d'avoir des transitions plus franches. C'est plutôt la contrainte non, mais est-ce que justement, c'est ce décalage, qu'est-ce que ça t'a apporté ensuite dans ta peinture? Est-ce que tu as eu envie d'en faire quelque chose, ou est-ce que tu as un peu les côté en disant ça appartient à la fresque? Ouais, je pense que ça a plutôt fait partie de l'expérience de la fresque. Aussi, il faut savoir que dans la fresque, donc il y avait l'échafaudage, ce qui est très différent d'une nacelle. Du coup, l'échafaudage découpe en fait l'image. Là, il y avait 14 étages, ce qui fait qu'à aucun moment avant que l'échafaudage soit démonté, j'ai pu avoir une vision globale. Et ça, c'était vraiment très perturbant parce que je devais faire intervenir un peu de fiction, quoi, et d'hypothèses, d'expériences quand je peignais, que ça allait rendre ça. Et du coup, en fait, ça n'a pas tout à fait. Il y a eu un décalage qui, moi, m'a pas déplu à la fin, c'est juste pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais je pense que c'est vraiment très lié
à cette expérience-là. Parce que si on regarde, alors là, j'avais envie qu'on voit aussi un peu les. Tout à l'heure, on voit les tableaux un peu en gros plan, enfin en tout cas sans espace. Là, on a un espace d'exposition, c'est l'exposition Chroma qui s'est ouverte en 2023 à Paris à la Galerie Lefebvre et Rose. Donc on voit aussi comment tes toiles sont. Déjà, on a un peu plus la notion d'échelle, on a un peu plus la notion de ces toiles dans un espace. On voit aussi, ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est on a l'impression que ce sont des faux diptyques. On voit ce jeu se dégrader, mais qui finalement, il y a cette jonction qui est presque, qui est presque de l'ordre de se dégrader un peu plus heurté. Ouais, ouais c'est vrai. Comment tu dis je pense que pour cette exposition, j'ai voulu casser l'idée un peu de série. Disons que quand on travaille une série, donc 3-4 toiles du même format, on a tendance à les rendre dépendantes les unes des autres, parce que chromatiquement, on imagine un ensemble et une composition d'ensemble. Mais ce qui fait qu'individuellement, ces toiles existent moins. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai voulu. Enfin, l'enjeu, c'était plus de les faire vivre individuellement. Donc, effectivement, ça leur a donné quelque chose de plus marqué, je pense, chaque toile. Et du coup, avec un vrai enjeu de confrontation d'une toile à l'autre, parce que pour le coup, je ne les ai pas travaillées, c'était assez nouveau pour moi à ce moment-là, à part les deux petites à droite. Je les ai vraiment pas travaillées ensemble. Donc ensuite, ça a été juste une confrontation voilà, des toiles et voir comment elles existaient différemment en fait, d'un point de vue chromatique. Voilà, là j'aborde un autre travail dans l'espace, de peinture exposée dans l'espace. Et ce qui m'intéresse, c'est cette œuvre de Andy Warhol, Shadows. Donc c'est cette technique de la sérigraphie, mais l'image qu'il a sérigraphiée est donc reproduite, et là très incertaine. On ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Est-ce que c'est le coin d'une pièce? Est-ce que c'est l'ouverture d'une porte? Il y a beaucoup de suppositions, de théories. Je n'ai pas trouvé d'explication certaine dans les catalogues, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de ce sujet anodin, de ce sujet justement abstrait, il travaille avec cette technique de la couleur et de la série pour finalement créer un espace. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans cette façon de proposer une œuvre qui devient aussi pour l'œil quelque chose enfin, on se perd, on rentre dedans. Et il y a quelque chose de cette expérience-là qui me semble te guide et t'a guidé notamment dans le projet dont on va pouvoir parler un peu plus. Et là où je t'ai rejoint l'an dernier, c'est celui-ci. Et aussi, je pense, et c'est très juste ce que tu viens de dire, et aussi, je pense la notion de répétition, quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que dans la répétition, on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait, l'œil s'est habitué à un rapport de composition, tout ça, et donc doit faire un travail nouveau, en fait, finalement, voilà, d'une peinture à l'autre quand il y a un élément qui évolue, même s'il est répété. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant, parce qu'en fait, c'est jamais, enfin, voilà, c'est jamais la même chose, quoi. Et il se passe toujours plein de choses dans cette revisite du regard ensemble. Et donc oui, là on a ce travail de l'optique en particulier, puisque là on arrive sur ce vocabulaire de l'installation que je mentionnais tout à l'heure, que tu fais rejoindre avec la peinture. Là on a sur deux plans, le plan du rez-de-chaussée de la rotonde, qu'on va peut-être pouvoir voir. Voilà, là on le voit de haut et on le voit de façon rasante. Donc c'est un disque sablé, installation de pigments sur sable. Donc on a une technique que tu as abordée pour la première fois, qui t'a mis aussi dans un geste, mais différent, puisque c'était cette fois-ci un geste à l'horizontale. Et puis c'était, comme pour la fresque, c'est
une façon de travailler qui se retrouve séquencée par l'outil, puisque tu étais à plat ventre, si je ne m'abuse. Ouais. Et puis avec ce côté un peu plus heurté aussi lié à cette technique. Ouais. Alors la technique, c'est donc j'ai posé du sable. Donc il y avait quand même 400 kilos de sable, je crois, sur l'ensemble de ce disque, en y mettant pour le coup, alors on le voit un petit peu à droite, euh, quand même un geste, c'est-à-dire ma manière de le déposer était, enfin vraiment avec les doigts, je l'ai travaillé comme ça, ce qui permettait, je sais pas, d'avoir un peu une chose de l'ordre des ondulations, ça pouvait être aquatique, mais un peu. On a beaucoup parlé de nuages aussi quand on passait à l'étage. Et par-dessus, au tamis, j'ai déposé des pigments purs. Donc après, je ne sais pas si on a une photo, mais en fait, il faut imaginer que le sable était, non, que le sable était déposé. Alors aussi, pour ne pas me retrouver à marcher sur ce que j'ai déjà fait, j'ai dû travailler comme ça de manière un peu circulaire, enfin un peu organisée quand même. Et ensuite, au tamis, je déposais les pigments purs et voilà, je déposais le pigment pour qu'il puisse quand même un peu se déposer un peu partout et maîtriser quand même les transitions, tout ça. Voilà, je le déposais un peu comme ça. Et le pigment pur, c'est une matière vraiment qui est très très volatile. Donc, il faut imaginer qu'il y avait vraiment une fumée qui se dégageait de tout ça, mais qui permettait aussi certains pigments de se déposer à certains endroits. Enfin voilà, d'avoir quelque chose de très vaporeux. Et, alors, c'est la première fois que je faisais ça. C'était un peu une expérimentation. Et ce qui m'a plu, un peu comme la fresque, effectivement, c'est que comment dire, entre l'expérience physique que je faisais sur le moment en étant accroupie au sol, tout ça, et la vision que je pouvais en avoir en montant à l'étage, bah, c'était vraiment très très différent et très perturbant en fait quand même pour moi, un peu comme la fresque. C'est que quand on peint sur toile, on a tout le temps l'habitude de faire un aller-retour et on maîtrise la vision de près et de loin, beaucoup plus en fait. Là, il y a eu quelque chose de l'ordre du lâcher-prise au moment de faire et d'être plus dans l'instant. Et voilà, pour la réalisation d'un thème. Et c'est intéressant puisque le sable coloré, c'est une façon de peindre qu'on retrouve aussi dans les mandalas, donc dans une technique de peinture qui est spirituelle puisqu'elle vise par cette technique qui est très longue, très fastidieuse, à s'absorber complètement dans la tâche et à s'oublier soi-même. C'est vraiment une quête de l'immersion qui n'est pas loin de celle que tu entends avec ce titre Hypnose. Ouais. Alors clairement, je me suis oubliée là pendant les quelques jours d'installation. C'est une vraie épreuve physique. Et, je pense aussi que la dimension hypnotique, elle est issue effectivement de cette technique, sachant que euh, le pigment par-dessus le sable lui donnait aussi un aspect très velouté, en fait, qui est pas forcément le cas quand tu mélanges le pigment et le sable avant, où là, le sable ressort plus. Là, vraiment, je pense qu'on pouvait quasi pas deviner le sable en dessous. Enfin, je sais pas ce que tu en penses quand tu l'as vu, mais et ce velours, je pense vraiment engendrait aussi cette aspiration comme ça euh, vers la couleur. Et après, bon, la dimension circulaire, on va en parler aussi de cette exposition. C'est vraiment très particulier comme lieu parce que tout est circulaire, ce qui quand même est très, très inhabituel. Mais dans cette idée d'infini, de non-transition, de boucle, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, de travailler avec un espace comme ça. Et en fait, on pouvait tourner autour de ce disque en continu, du coup, en ayant des rapports de couleurs très très différents en fait en premier plan et pouvant complètement se plonger. Hmm. Parce qu'en effet, ce lieu, donc c'est l'espace Richaud, qui est situé dans un ancien hôpital royal qui s'organisait autour d'une chapelle. Donc là, ce que vous voyez, cette rotonde appartient à la chapelle qui a été historiquement très ouverte, puisque l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que
les malades assistent même depuis leur lit à la messe. Donc la dimension circulaire est aussi liée à une spiritualité, en fait, ce que le mandala était. Ouais. Est-ce que peut-être la question spirituelle était venue dans ce contexte, dans ce lieu? Est-ce que tu y as songé? Est-ce qu'elle a compté? Alors, en tout cas, dit comme ça, je ne sais pas trop. Dans l'idée de l'hypnose, sûrement, parce qu'il y a l'idée de rentrer en intériorité, ou en tout cas dans un espace-temps déconnecté de la réalité. Donc, peut-être que ça suppose ce type de réflexion, ou de rapport à son environnement, à soi et à son environnement. Voilà, on parlait de contemplation tout à l'heure, donc peut-être que ça, c'est aussi en jeu. En tout cas, je pense que l'idée d'une expérience très à part dans cette exposition, euh, j'ai voulu la travailler avec avec cette installation, l'installation des tissus au-dessus qu'on va montrer tout à l'heure, mais aussi par une dimension sonore qui permettait de rentrer en intériorité aussi, je pense. Donc, du coup, j'ai travaillé en collaboration avec un artiste sonore, en fait, qui crée des boucles à travers des expériences de lumière. Donc, c'est très intéressant. Il travaille avec du verre et la lumière qui traverse le verre, et il a créé une machine qui retranscrit ça en son. Voilà, c'est des sons qui sont très abstraits. Et donc, on a travaillé ensemble par rapport à l'installation du dessus, qui sont des grands tissus suspendus. Et il a vraiment. Voilà. Donc, ça faisait le tour en fait, de la rotonde à l'étage. Et donc, en se baladant, mais dans tout l'espace, parce que l'écho était très fort, on avait accès aux boucles sonores aussi. Et je pense qu'en tout cas, sur cette question de la spiritualité, en tout cas, l'espace-temps était vraiment propice à rentrer en intériorité. Voilà. Et là, donc là, avec cette partition colorimétrique qui épouse aussi les formes de la rotonde, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve cette idée de séquence. On retrouve ces cycloramas, donc ces premiers ancêtres du cinéma. Donc on revient aussi à cette discussion qu'on avait. Enfin, c'est ce motif un peu récurrent du cinéma qui arrive, puisque c'est aussi la question de l'expérience de la lumière. Oui. Et ce qui était très beau et que vous voyez malheureusement pas à travers la photo, c'est que cette, cette, cet espace était baigné de lumière par un oculus qui faisait aussi varier la lumière sur les peintures. Sur les drapés, ouais. Et en fait, ça a été quand même un challenge, cette exposition, parce que quand on me l'a proposé, c'est vrai qu'une architecture comme ça, dans un premier temps, on peut se dire super, et après, c'est un peu un piège, parce que l'architecture est tellement belle, tellement présente et particulière que, parce qu'à la base, je devais montrer des toiles, hein, enfin vraiment, mais je me suis dit, je vois pas comment les toiles peuvent survivre à une architecture aussi puissante, quoi. Et très vite, je me suis dit, soit je travaille in situ, vraiment directement. Donc tout ça, ça a été créé pour l'exposition. Le sable, c'est éphémère, hein, voilà, il est déblayé à la fin. Et les tissus, je les ai gardés, mais c'est vrai qu'ils sont difficilement recyclables. Voilà. Je me suis dit, voilà, soit je suis en capacité de le faire, soit je refuse l'exposition, parce que je pense que vraiment, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt voilà, pour le visiteur, quoi. Et, euh, et avec beaucoup de chance, l'équipe qui m'accompagnait a été très réceptive, et ils m'ont donné les moyens aussi de produire, j'avais du temps. Et du coup, j'ai pu faire un travail vraiment à la dimension. Enfin, là les tissus, ils sont pile à la hauteur voilà, de la ligne qui découpait cet espace en haut. Enfin, vraiment, j'ai pu travailler directement avec l'espace. Et je pense que du coup, cette insertion-là, permet vraiment une meilleure appréciation et de la peinture et de l'espace. Enfin, voilà, dans cette idée de mariage, toujours de voir comment on peut créer une expérience plus totale. En tout cas, je pense que c'était. Enfin, voilà, ça nécessitait en tout cas de travailler directement avec les deux.
Et ce qui finalement est intéressant, puisque pendant longtemps, donc la peinture n'était, enfin, la question de la peinture sur châssis est très liée à l'époque moderne. La peinture a longtemps été en fresque, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais pensée surtout en fresque ou en retable, pensée pour des espaces, pensée pour être éclairé d'une manière particulière ou pour être vu depuis un point de vue particulier. Cette façon aujourd'hui de développer ton travail in situ euh, me paraît justement sur cette question de la lumière tout à fait raccord. Et peut-être que il y a de nouvelles tentations qui arrivent. Est-ce que le vitrail, par exemple, ce serait une suite possible aujourd'hui? Ah ouais, ouais, le vitrail. En plus, j'ai fait une formation au vitrail il y a quelques années de ça. Je pense que le vitrail, ce serait très juste par rapport à mon travail, parce que vraiment, pour le coup, la lumière directe non plus représentée vient raconter la peinture, donc complètement. C'est très Mm. spécifique comme formation de vitrail. Mm. Donc, tu l'avais faite avec déjà une idée spécifique? Non, en fait, c'était une formation de 1 mois à la Maison du Vitrail à Paris. Euh, Ça m'a toujours intéressée. Je me suis toujours posé la question de la technique, de comment, voilà, comment c'est fait, en fait. Et je sais pas, dans l'esprit un peu d'ouvrir son travail et de voir les techniques possibles pour développer un peu son travail, j'avais fait une demande de formation. Et donc, j'avais fait ça pendant 1 mois. Voilà, alors, du coup, c'est très bien parce que j'ai cette expérience en tête. Après, maintenant, voilà, pas développer dans un projet réel, mais en tout cas, si vous avez des projets. Ça ouvre des perspectives pour les prochaines 10 années Voilà, c'est ça. avant de faire un nouveau point. Euh, en tout cas, merci pour cette présentation et peut-être que je vais laisser la parole au public. Est-ce que vous avez des questions pour prolonger la discussion? C'était très clair. Voilà, sinon, on peut se parler de façon moins surplombante, moins Oui, en étant à côté. Mais merci à oui, tous et à toutes. oui, merci. Merci Henri.